Puisque, comme vous le savez, l'épigénétique est une information qui oriente l'expression de nos gènes et nous savons qu'elle est sensible à l'alimentation, à l'environnement, au stress aussi, et que les modifications épigénétiques donc se transmettent aux générations futures. Donc c'est un sujet extrêmement important et nous avons la chance pour en parler d'accueillir M. Giacomo Cavalli qui est chercheur à l'Institut de génétique humaine, membre de l'Académie des sciences. Bienvenue à vous, on vous applaudit. Et nous avons également la chance d'accueillir Nicolas Bastuc, rédacteur en chef pour l'animation de cet échange. Nicolas, on vous applaudit également. Merci. Nous attendons un point d'information sur l'épigénétique. Sur la conservation d'être aussi nombreux. Bonsoir. Giacomo, on est honoré et ravi de vous avoir avec nous pour aborder ce thème assez dans l'air du temps, même s'il y a beaucoup de malentendus et de débats autour de cette discipline. Alors, commençons par le commencement. Une définition simple de l'épigénétique, c'est quoi et à quoi ça sert? Alors, nous savons tous que nous avons de l'ADN, et que l'ADN il porte notre information héréditaire, qu'on appelle l'information génétique, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de molécules, des protéines, des ARN qui s'associent à notre ADN et elles permettent à une seule même séquence d'ADN de fonctionner différemment. Donc, différentes cellules, on va avoir différentes fonctions de cet ADN, on va revenir, et de transmettre aussi l'héritage de cette fonction aux cellules filles. Donc, toute cette information qui est au-delà de la séquence d'ADN, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Alors, les scientifiques, dans leur souci de vulgarisation, utilisent souvent des métaphores pour expliquer un petit peu plus dans le détail ce qu'est l'épigénétique. Alors, il y a plusieurs métaphores. On parle de marque-page ou d'interrupteurs qui permettront d'activer ou d'éteindre certains gènes et donc du coup de modifier un petit peu leur fonction. Cette métaphore de l'interrupteur, elle vous semble parlante? Oui, tout à fait, parce que nous avons tous dans nos cellules plein de gènes. Alors l'ADN, c'est une longue séquence comme ça de petites briques qu'on appelle les nucléotides. Et en fait, ils constituent des gènes. Alors, un gène, c'est une unité qui va produire une protéine, la plupart du temps, pas toujours, mais et donc ces protéines, en fait, vont constituer ensuite nos cellules et elles donnent les fonctions de nos cellules. Or, une cellule musculaire, un neurone, une cellule du cerveau, ou une cellule hépatique, une cellule de la peau, n'auront pas exprimé les mêmes gènes. Donc il faut soit allumer les bons gènes, soit les éteindre pour les empêcher de fonctionner. Si on commençait à faire fonctionner dans une cellule musculaire des gènes neuronaux, ce serait assez grave, la cellule ne saurait plus qu'est-ce qu'elle doit faire. Et c'est bien effectivement ces molécules épigénétiques qui permettent d'allumer ou d'éteindre ces interrupteurs et de les maintenir surtout allumés ou éteints durant la vie des cellules et durant aussi la transmission de l'information cellule-fille. Donc l'épigénétique, c'est ce qui permet, lorsque les cellules se multiplient, de les différencier pour qu'elles puissent prendre des fonctions diverses et constituer les divers organes de l'organisme. Tout à fait. Tout à fait. Donc, en fait, on a toujours dit, nous avons différents types de cellules, je vous ai cité comme ça, mais en fait, ce que je vous ai dit, c'est assez grossier. Alors, on disait, moi, quand j'ai étudié mes livres de texte, qu'on a quelques 100, peut-être 200 types cellulaires, on se rend compte aujourd'hui, avec une analyse beaucoup plus fine, qu'en fait, on a des milliers et des milliers de types cellulaires différents, parce qu'en fait, on a des sous-types. Et bien, toutes ces différences, elles sont en partie grâce à la fonction de ces molécules qui vont modifier la fonction de l'ADN. Alors, il y a une autre métaphore qui est celle du piano. Le piano serait constitué de 21 000 touches, qui seraient les gènes. On en a à peu près 20 000 dans l'organisme. Est-ce qu'on les connaît tous, les gènes? On les a tous identifiés? Oui, ça y est, le job est fait. Alors, on les connaît dans le sens qu'on les a placés, mais certains gènes, on connaît
exactement leur fonction, on sait quelles protéines ils font, mais on connaît la fonction de la protéine dans des grands détails. Pour beaucoup d'autres gènes, encore une bonne trentaine % des gènes de notre corps, on ne sait pas ce qu'ils font. Et parmi eux, il y en a beaucoup qui sont conservés au fil de l'évolution dans beaucoup d'espèces, et on ne sait pas ce qu'ils font non plus dans ces espèces. Donc en fait, il y a énormément encore de biologie qui reste à découvrir. Alors j'en reviens à mon piano, c'est 21 000 touches, c'est 21 000 gènes, et le pianiste, ce serait l'épigénétique qui appuierait sur telle touche et non sur telle autre, qui parfois appuierait sur la pédale pour renforcer son action, ou qui au contraire la jouerait pianissimo. Ça aussi c'est une métaphore qui vous semble intéressante. Alors un piano a beaucoup plus de touches que les vrais pianos. Alors c'est ça, la complexité du vivant, bien sûr, elle est largement supérieure à tout ce qu'on a nous fabriqué, nos petits hommes. Et donc effectivement, il y a beaucoup de gènes, et le pianiste, quelque part, c'est l'épigénétique, mais peut-être la différence qu'on peut évoquer, c'est qu'un pianiste, il a quelque chose dans sa tête, il joue la partition qu'il veut. L'épigénétique, elle est beaucoup plus sensible à ce qui se passe autour d'elle aussi. C'est-à-dire que selon l'environnement qu'une certaine cellule va rencontrer, selon les stimuli auxquels elle va être soumise, ou les stress, les manques peut-être de nutriments, toutes sortes de choses qui peuvent l'affecter, ça va changer la fonction de l'épigénétique. On va y venir dans un instant sur ces facteurs environnementaux. Faisons un petit peu de science. L'ADN, si j'ai bien compris, ne bouge pas. En revanche, l'épigénétique apporte des modifications biologiques qui vont activer plus ou moins certains gènes. Est-ce qu'on peut expliquer de manière un petit peu plus pointue, mais de manière aussi très didactique, quels sont les différents types de modifications qui interviennent? J'ai entendu parler de méthylation, d'acétylation, de changement de la structure des chromosomes. Quels sont les différents moyens dont dispose l'épigénétique pour remplir son office? Alors, allons-y. Chacun de nous, on a toutes ces briques qui constituent la séquence d'ADN. La séquence d'ADN, c'est probablement beaucoup d'entre vous, comme vous connaissez, c'est les A, G, D, C, sont nos nucléotides. Et il y en a 3 milliards de ces briques au total dans notre génome. Maintenant, ils sont divisés comme ça en gènes, donc ils vont fabriquer des protéines, et donc on disait, certains vont devoir être atteints, autres allumés. Alors, déjà, ces gènes, il faut les mettre dans un noyau cellulaire. Donc, si on prenait l'ADN et on le débobinait, ce serait très long. Le noyau, on va peut-être revenir, est beaucoup plus petit. Donc, il faut le condenser fortement. Et bien, déjà, ça, c'est un problème dramatique, parce que l'ADN est chargé négativement, comme molécule chimique. Et du coup, les charges négatives se répulsent. Il faut quelque chose qui permette de les replier fortement. Et bien, ça, ce sont des protéines qui sont chargées positivement. Et donc l'ADN, il s'enroule autour de ces protéines. Mais maintenant, on peut ajouter des groupes chimiques à ces protéines qui vont soit lever une charge positive, et du coup, l'interaction avec l'ADN va diminuer, soit ils vont ajouter des charges, ou soit ils vont ajouter juste des groupes chimiques qui ont une grande dimension. Donc ils vont changer la forme. Et donc selon qu'on change la charge ou la forme de l'ADN, eh bien, on va changer aussi sa fonction. Alors l'acétylation active certains gènes, alors que la méthylation étouffe, en tout cas les éteint. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc l'acétylation, parmi ces modifications, l'acétylation c'est un petit groupe chimique à l'acétyl, peut-être des chimistes d'entre vous le connaissent très bien. Donc là, on va éliminer une charge positive, et ça va ouvrir la structure de l'ADN, et donc permettre l'expression des gènes. En revanche, la méthylation, elle ne change pas la charge, elle ajoute une dimension, ça devient plus encombrant, la zone locale qui a reçu le groupe méthyle. Et bien ça peut permettre plutôt de condenser la chromatine si elle est ajoutée à certains endroits. Si elle est ajoutée à d'autres endroits, elle va plutôt favoriser l'expression des gènes. Et ça dépend d'une série de facteurs qui ensuite sont capables de lire ces modifications. Alors on travaille sur de très grandes échelles et aussi sur l'infiniment petit.
Le corps humain, grosso modo, j'ai noté 40 000 milliards de cellules dans le corps d'un adulte. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres qui nous montrent un petit peu à la fois l'immensité et l'infiniment petit de ce travail cellulaire? Oui, alors, là, le titre de la conférence, c'est le Grand Manitou. Alors, le Grand Manitou, c'est une espèce d'esprit magique, comme ça. On n'est pas dans le magique, on est dans la nature, mais je pense que c'est l'échelle juste en dessous du magique, parce qu'effectivement, penser que nous sommes constitués par cette immensité de cellules qui fonctionnent en harmonie entre elles, ben, c'est déjà en soi un défi incroyable. Si on regarde combien de divisions cellulaires on a au cours de notre vie, eh ben c'est 10 millions de milliards de divisions cellulaires. Pour être sain, il faut qu'elles fonctionnent bien, ces divisions cellulaires. On doit les contrôler. Donc, tout ça, c'est ce que notre corps est capable de faire. Durant cette conférence, durant cette discussion, on va discuter quoi, une demi-heure à peu près, on va produire, chacun de nous va produire quelque chose comme 1 milliard de milliards de molécules d'ARN. Vous êtes en train de regarder, vous êtes en train d'apprécier peut-être la discussion, mais votre corps, tranquillement, il est en train de faire ça. Si on étirait ces ARN, eh bien, ça ferait 300 millions de kilomètres. C'est-à-dire, c'est la distance entre ici et Mars, à peu près. Donc, imaginez-vous ce qu'on est capable de faire, et il faut le faire fidèlement. Si on ne le fait pas bien, eh bien, on aura des pathologies. Alors, on va parler dans un instant des facteurs environnementaux, mais peut-on dire que parfois l'épigénétique, dans son travail d'agencement, de modification, etc., déraille, provoque des anomalies, des maladies, des choses qui ne vont pas aider l'organisme à bien fonctionner, mais au contraire qui vont provoquer des dysfonctionnements? Oui, ben ça c'est vraiment la propriété de toute fonction biologique. Nos fonctions sont très bien réglées, elles ont une grande fidélité, mais elles ne sont pas parfaites, rien n'est parfait. Alors l'ADN, lui, est sujet à mutation, il y en a très peu, chaque division cellulaire, on a à peu près une mutation sur 1 milliard de paires de bases. Pour l'épigénétique, c'est un peu la même chose, elle fonctionne excellemment bien, mais il y a effectivement des erreurs aussi. Et parfois, ce n'est pas des erreurs qu'il y a, mais c'est plutôt le fait qu'on est soumis à des conditions de stress, par exemple. On a des carences alimentaires. Et tout ça, en fait, toutes ces choses vont affecter ces modifications. Ce sont des groupes chimiques. Donc, si nous assumons des aliments qui ne sont pas corrects, on va être en carence de certains groupes chimiques. Et donc, du coup, c'est là qu'on va induire des dérèglements épigénétiques. Alors on en vient, parce que je crois que ça intéresse beaucoup de gens, aux facteurs environnementaux qui peuvent modifier effectivement le travail de l'épigénétique. On peut citer, vous avez commencé à le faire, la suralimentation ou alors la sous-alimentation, l'exposition à certains produits, la sédentarité, le stress, la pollution, tous ces facteurs exogènes, comme diraient les économistes, ou environnementaux, vont influencer aussi le travail de l'épigénétique, vont modifier la structure de l'ADN. Tout à fait, tout à fait. Alors là, qu'est-ce qui a été démontré et qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Alors, je pense que peut-être une étude récente qui est assez intéressante, c'est une étude épidémiologique où on a étudié sur la population l'occurrence des cancers. Alors, le cancer en règle générale, mais aussi, et ça c'est peut-être là où c'est plus le rôle de l'épigénétique, les cancers qu'on retrouve chez des individus de moins de 50 ans. Parce que le cancer est une maladie liée à l'âge, il est plus fréquent dans les personnes âgées. On dit que le cancer c'est une maladie génétique, donc due aux mutations, mais en fait on se rend de plus en plus compte que ce sont des dérèglements épigénétiques qui sont importants aussi. C'est-à-dire sans ces facteurs stressants et environnementaux, il n'y aurait pas eu de dérèglement génétique. C'est bien l'environnement qui modifie le... C'est-à-dire qu'il y a une incidence de cancer qui est due aux mutations et elle va toujours y être. Ça, elle est constante dans la population. Mais si on regarde là où il y a le plus d'incidence de cancer, où le cancer augmente le plus, c'est dû justement, quels sont les facteurs de risque? C'est la vie sédentaire, c'est l'alimentation, suralimentation, et notamment la consommation de viande rouge, un excès de sucre,
et puis un défaut de calcium, un défaut de lait, et des protéines des céréales entières. Et donc, tout ça, ce ne sont pas des facteurs mutagènes, ce sont des choses qui changent la fonction des cellules, et donc en fait l'épigénétique des cellules. Et donc là, le grand challenge, c'est de comprendre exactement comment et dans quel type de cancer ces facteurs agissent, mais c'est bien des changements épigénétiques. Et donc ces facteurs extérieurs provoquent des blessures biochimiques, des cicatrices chimiques, et c'est assez fascinant. Alors, beaucoup d'expériences ont été menées. Vous-même, vous avez travaillé sur les drosophiles, les mouches. On a fait des expériences sur les plantes, sur les vers, sur la souris, mais aussi des études sur l'humain. Je voudrais peut-être qu'on s'arrête sur deux études importantes. D'abord, celle que l'on appelait la cohorte de la faim. Des femmes qui ont eu à connaître une famine très grave à la Libération en 1945 aux Pays-Bas. Et on a étudié donc l'impact de cette sous-alimentation sur l'épigénétique. Et qu'est-ce qu'on en a conclu? On parlera ensuite de la transmission aux générations suivantes, mais pour elles-mêmes déjà. Bon, alors là c'était des graves conséquences qui étaient dues à une sous-alimentation qui durait plusieurs mois durant la Deuxième Guerre mondiale dans une zone des Pays-Bas, et avec un régime alimentaire qui était en deçà des 1000 calories, donc c'est vraiment des conditions extrêmes. Et elles ont eu des conséquences, il y a eu beaucoup de mortalité, mais aussi des conséquences physiologiques, des longues maladies, du diabète, des gros problèmes métaboliques. Et après, on a fait des études sur les enfants de ces femmes. Et notamment, on s'est rendu compte que si elles avaient été exposées durant une phase précise, durant un trimestre précis de la gestation, et bien là, la progéniture, elle allait avoir un sous-poids pondéral. Ça, bon, c'était quelque part attendu, mais surtout des maladies métaboliques qui se déclaraient jeunes et puis continuaient jusqu'à des stades tardifs de la vie. Autre expérience, des pères maltraités durant leur enfance qui ont subi des sévices de la part de leurs parents ou des personnes qui étaient censées se charger de leur éducation, et on a retrouvé des modifications donc, de l'expression des gènes dans leurs spermatozoïdes. Là, on parlait d'une méthylation de leur ADN. Oui, alors, tout à fait. On a parlé de méthylation tout à l'heure, on n'a pas spécifié où cette méthylation peut avoir lieu, et en fait, on peut ajouter ou enlever des groupes méthyl à des protéines qui se lient à l'ADN, mais on peut aussi les ajouter ou les enlever sur l'ADN lui-même. Et en fait, on peut mesurer de manière assez précise ces groupes méthyl, où ils sont déposés partout dans le génome. On a vraiment des outils qui permettent de balayer le génome entier, et on sait que certains groupes méthyl, s'ils sont posés sur certaines régions du génome, ils vont réguler, notamment réprimer la fonction des gènes. Et c'est ça qu'on a mis à l'évidence. C'est vrai aussi pour l'étude justement de la famine, où on a mis ça en évidence, et on a mis ça en évidence aussi sur les générations successives. Ce qui est intéressant donc, dans ces deux exemples, c'est qu'il y a des impacts physiologiques, des traumas physiologiques, mais aussi des traumas psychiques, qui peuvent influencer l'épigénétique et la structure de l'ADN d'une certaine manière, et le fonctionnement des gènes. Ça, c'est validé, on en est sûr, il n'y a pas de doute là-dessus. Disons qu'on sait, on a des données claires de type épidémiologique, c'est-à-dire qu'on peut corréler les stress. Là, par exemple, sur le stress, on parle de stress post-traumatique. On a fait beaucoup d'études sur les victimes de la Deuxième Guerre mondiale, victimes survivants, mais qui ont subi des stress très importants, et encore une fois, sur leur progéniture. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des marques, c'est un peu comme des empreintes digitales, mais qu'on a sur le génome. C'est des groupes méthyl qui sont apposés au moyen centre du génome, qui agissent en fonction des gènes, et parfois sur des gènes dont on sait qu'ils sont importants pour les troubles de l'humeur. Donc ça suggère. Maintenant, ce qu'on n'a pas pu faire, et qui reste à faire un peu, ce sont des études plutôt à faire au laboratoire, on ne peut pas démontrer que la telle modification va induire tel changement de comportement, parce qu'on ne peut pas faire des expériences sur les humains. Il
faut les faire au laboratoire. Alors maintenant, on vient à la question cruciale. Vous avez commencé à y répondre. Elle est aussi controversée dans la communauté scientifique. C'est celle de la transmission des modifications épigénétiques aux générations suivantes. Est-ce que des facteurs environnementaux, extérieurs, exogènes, peuvent modifier l'hérédité? Est-ce que ces effets passent par l'épigénétique? En clair, est-ce que notre stress, l'exposition à des toxiques ou une suralimentation compromettent non seulement notre santé, mais est-ce qu'elles compromettent aussi celle de nos enfants et puis peut-être de nos petits-enfants, voire de nos arrière-petits-enfants? Est-ce que ça passe la barrière des générations? Vous n'êtes pas tous d'accord, les scientifiques? Non, il y a un grand débat, c'est très intéressant pour nous d'ailleurs, mais alors, on a pu démontrer que des changements épigénétiques se transmettent de manière assez efficace, soit dans les organismes unicellulaires, par exemple la levure du boulanger, elle est une puissante source de transmission de changements épigénétiques, elle les transmet aussi bien presque que les séquences d'ADN, donc de manière très fidèle. Pour les organismes multicellulaires, les plantes sont très efficaces aussi. Elles peuvent acquérir des changements épigénétiques qu'elles transmettent fidèlement à la progéniture sur de nombreuses générations. Et on pense tellement elles sont bonnes dans cette fonction que ça va contribuer à l'évolution même des plantes. C'est-à-dire que ces marques vont être transmises à très très long terme, donc ça va changer l'espèce même. Sur les animaux, eh bien, sur des animaux simples comme les vers ou des insectes, mais nous l'avons démontré chez l'insecte, chez les petites mouches du vinaigre, qu'on peut changer leur épigénétique et ça se transmet, et on l'a fait sur des centaines de générations, donc c'est vraiment des temps longs aussi. Quand on va chez les mammifères, là, beaucoup de l'information épigénétique est effacée. C'est-à-dire qu'à chaque génération, on fait comme une espèce de recette. On remet au moment de la conception, en fait. Au moment de la conception. Au moment de la conception, l'effacement. En fait, il y a plusieurs étapes d'effacement. Un, c'est au moment de la conception, et puis un peu plus tard, durant l'embryogenèse, on a un deuxième temps où on a encore un effacement. Et malgré tout, on a été aussi capable de démontrer qu'un petit nombre de ces changements peuvent être transmis. Et alors là, la grande discussion, c'est de savoir combien de ces changements, dans quels gènes il est possible de les transmettre, dans quels autres ce n'est pas possible. Et là, le départ reste ouvert encore. Tout n'est pas effacé. C'est ce que vous nous expliquez. Exactement. Alors, on a commencé à en parler aussi des expériences qui montrent que des choses passent. Revenons donc à ces femmes de la cohorte de la faim, qui ont développé elles-mêmes de l'hypertension artérielle, du diabète de type 2, de l'obésité. Et on a suivi un petit peu leur progéniture et on a constaté chez 422 enfants une méthylation de l'ADN. Et ces enfants-là ont aussi subi d'une certaine manière indirectement les effets de cette famine en développant à leur tour ces maladies. Et puis on a une autre étude publiée récemment dans la revue Scientific Reports du groupe Nature qui a étudié les traumas vécus par des réfugiés syriens. Donc eux, effectivement, ces traumatismes, les exactions du régime de Bachar el-Assad a laissé sur eux des marques biologiques dans leurs cellules. Et là encore, ces marques épigénétiques se sont transmises sur au moins 3 générations. Et là, on parlait de méthylation post-traumatique. Vous avez lu ces études, j'imagine. Elles valident d'une certaine manière le fait que tout n'est pas effacé et que des choses passent. Oui, et ça, l'intérêt de cette étude, vous disiez tout à l'heure, les enfants, les petits-enfants, et puis les arrière-petits-enfants. C'est très important parce que quand on a une transmission à la progéniture, là, par exemple, je parlais des mères, mais qui étaient en gestation, eh bien, on peut dire, est-ce que c'est épigénétique? Pas forcément, parce que le fœtus, il est exposé aussi, par exemple, à la famine, à l'occasion. Alors, on pourrait dire, bien, pour être sûr que c'est vraiment une transmission et pas juste que le fœtus est exposé et donc il a changé aussi, il faudrait passer à la génération suivante. Mais attention, parce que le fœtus, si par exemple c'est une petite fille, eh bien, elle a sa propre lignée germinale qui est déjà présente au moment de la vie fétale. Donc, elle aussi, elle a été modifiée, si ça se trouve. Et donc, la deuxième génération pourrait juste être une conséquence de l'exposition du mère qui avait porté
un fœtus qui est une fille. Quand en revanche on arrive à la troisième génération, si encore une fois on trouve des modifications, eh bien là c'est sûr, ça ne pouvait pas dépendre de l'exposition initiale. C'est forcément une transmission à long terme, et donc ce qui tend à montrer qu'effectivement on peut avoir des modifications qui survivent vraiment sur le très long terme. Alors on est peut-être en train d'assister à l'effondrement du vieux dogme de la barrière de Weissmann, selon laquelle les cellules reproductrices sont préservées des modifications physiologiques. Donc on peut dire que notre descendance peut être affectée pour le meilleur comme pour le pire par des changements physiologiques, eux-mêmes causés par des facteurs extérieurs, environnementaux, et on ne serait pas seulement déterminé par nos gènes, comme on l'a longtemps cru, mais également effectivement par nos conditions de vie, par nos chocs, par nos traumas, par notre alimentation, par nos modes de vie. Tout ça nous déterminerait aussi. Oui, alors, ces idées pour les... Là, on a évoqué des cas qui sont des cas plutôt négatifs, hein, donc c'est vrai dans des cas extrêmes. C'est-à-dire que des petits changements à la marge des modes de vie probablement vont être effacés, donc il ne faut pas non plus. Je ne voudrais pas que ça devienne terrorisant, tout ça. J'ai un peu de sucre ce soir sans stresser. Je vais transmettre des pathologies horribles parce que je mangeais un gâteau. Donc c'est pas ça. Effectivement, il y a une possibilité dans des cas extrêmes. Maintenant, je pense qu'il y a, du point de vue par contre épistémologique, c'est vraiment intéressant ça, de dire que tout n'est pas dans l'ADN. Souvent on entend dire des choses que l'ADN c'est le livre de la vie, c'est dans l'ADN qu'il y a toute l'information, ce que nous sommes dépend de l'ADN. J'ai bien tiré à la loterie de l'ADN, alors j'ai perdu à la loterie génétique. Tout ça, c'est pas forcément vrai parce qu'il y a bien d'autres informations qui peuvent contribuer que l'ADN, et nous en sommes propriétaires, pour ainsi dire, de ces changements épigénétiques selon nos choix de mode de vie. Mais tout le monde n'est pas d'accord. On le disait tout à l'heure, j'ai enlevé une citation de votre collègue du CNRS, je ne sais pas si vous la connaissez, Francesca Merlin. Elle dit qu'il est prématuré de mettre en avant l'idée que l'environnement puisse marquer notre épigénome et concevoir que celui-ci serait une sorte d'archive moléculaire de nos expériences. Et elle ajoute qu'il n'est pas légitime d'affirmer que les marques épigénétiques se transmettent à travers les générations, en tout cas chez l'humain. Là-dessus, il n'y a aucun consensus. Alors, elle disait ça il y a quelques années. Est-ce qu'aujourd'hui, le consensus est un petit peu plus grand? En fait, c'est un champ d'étude qui est très difficile, et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des cas expérimentaux. On a pu démontrer qu'on va changer l'épigénétique, notamment chez la souris, hein, parce que quand une fois chez l'homme, on ne peut pas faire d'expérience. On a pu changer localement sur un gène sa constitution épigénétique et voir que c'est transmetté. C'est possible au laboratoire, mais la grande question, et là Francesca a raison, c'est dans combien de cas on a pu démontrer que ça a lieu dans la vie normale. Et c'est pour ça que je disais, là par exemple, on a 2-3 cas des famines, des stress, guerre mondiale, et là on a des évidences significatives. Mais dans combien d'autres cas on va retrouver ça? C'est peut-être quelque chose d'exceptionnel. Le 99% des cas, on va peut-être effectivement effacer notre expérience épigénétique. Donc c'est là que tout reste à faire en fait. Alors la bonne nouvelle, c'est que, contrairement aux gènes, les modifications de l'épigénétique ne sont pas irréversibles. Par exemple, si on a un trauma, on fait une psychothérapie, et d'une certaine manière, les modifications de l'épigénétique disparaissent. Tout à fait, elle a raison. Hein, oui, tout à fait. Et ça, c'est un point très important que vous soulevez, parce qu'une psychothérapie, ça ne se fait pas en 2 minutes, ça prend du temps. Et en fait, typiquement, alors les changements épigénétiques peuvent se transmettre pendant longtemps aux générations cellulaires suivantes. Ils peuvent aussi être réversés, comme vous dites, effectivement, parce que ce sont des groupes chimiques qu'on peut ajouter ou enlever. Et il y a une réversibilité. Donc, même si, par exemple, le stress peut tendre à se transmettre pendant très longtemps, à un moment, si on adopte des bons comportements de vie, on a peut-être aussi un peu de chance, on a des soutiens psychologiques, eh bien, il peut être effacé. Mais en général, ce ne sont pas des choses qui se font comme ça très rapidement d'un claquement des doigts.
Alors qu'on entend un peu, à mauvais escient aussi des fois, parler d'épigénétique comme une espèce de panacée où j'ai fait une petite méditation yoga et je vais boire un jus de fruits d'un superfood, comme on dit, et tout va passer parce que grâce à l'épigénétique. En général, c'est pas ça, ce sont plutôt des démarches commerciales. Et en fait, l'épigénétique prend du temps. Mais effectivement, il y a cette capacité de changer au fil du temps, peut-être à restaurer des conditions initiales favorables. Alors, il a beaucoup été question de traitements médicamenteux tout au long de cette journée. On a parlé d'ARN messager, de thérapie génique. Quels sont les espoirs thérapeutiques qu'offre ou que promet l'épigénétique? Il y a des médicaments maintenant qui sont testés. Je ne sais pas si certains ont déjà été mis sur le marché. Qu'est-ce qu'on peut en attendre et comment ça marche? Alors, il y a effectivement des médicaments déjà épigénétiques. On les appelle aussi épidrogues, mais ce n'est pas des drogues. Et en fait, c'est notamment pour certains types de cancers, des leucémies, plusieurs types de leucémies. Et en fait, ce sont des molécules. Comme je vous disais, l'épigénétique, ça consiste à déposer ou enlever des groupes chimiques sur l'ADN ou sur les protéines qui se fixent à l'ADN. Et du coup, ces réactions chimiques, on peut les réverser, on peut les inhiber, on peut les favoriser. Et donc, ces médicaments, en fait, sont des molécules qui modifient l'efficacité de ces dépôts de groupes chimiques. Donc, ils agissent assez bien pour certains types de cancers. Ils sont souvent aussi associés à d'autres thérapies anticancéreuses. Et ça, c'est une première génération d'approches épigénétiques. Mais il y en a une deuxième qui se profile. On a entendu, peut-être que vous étiez ici, certains d'entre vous, parler de thérapie génique. On peut aussi effectuer des thérapies épigénétiques, c'est-à-dire aller sur des gènes spécifiques du génome et aller les modifier, par exemple des gènes qui sont allumés quand ils ne devraient pas dans certains tissus ou types cellulaires et qui ont provoqué des pathologies, et on peut aller les éteindre sans changer la séquence ADN. Et ça de manière durable. Et ça, c'était montré pour l'instant chez les rongeurs. On peut aussi le faire sur plusieurs gènes simultanément dans une cellule. Et donc, ça permet, même dans des cas de pathologies assez complexes, de modifier un ensemble de gènes simultanément. Donc, ce sont des choses qu'on est en train de tester plusieurs groupes dans le monde. Mais jusqu'à présent, enfin, essentiellement, ces médicaments épigénétiques ont plutôt pour fonction d'amplifier l'efficacité d'autres thérapies, notamment les thérapies géniques. Il est l'heure peut-être de passer la parole. Et terminer déjà, mais bien sûr, Nicolas. Une petite question un petit peu anecdotique, mais vous savez que dans leur folie, certains milliardaires de la Silicon Valley prétendent à l'immortalité et pour ce faire, ils comptent beaucoup sur l'épigénétique pour parvenir à cette immortalité qu'on souhaite à personne. Alors, ce n'est pas totalement absurde dans le sens que on sait que le vieillissement est en grande partie associé à des dérèglements épigénétiques. Donc, là, ce que vous dites, c'est qu'ils espèrent de renverser l'épigénétique dans leur corps et de reconstruire un peu l'épigénétique qu'on aurait dans la vie jeune. Maintenant, on est très très loin de tout ça. Et pour ma part, j'espère qu'on dépense notre énergie à soigner des pathologies plus communes que non à s'occuper de l'immortalité de quelqu'un. Je vous renvoie à la lecture d'un petit livre fabuleux de Philippe Claudel qui s'appelle Wanted et qui montre effectivement Elon Musk aspirant à l'immortalité. Et dans le livre, il meurt tout simplement d'une crise cardiaque. Comme tout le monde, j'ai presque envie de dire. Voilà, merci beaucoup. Et il nous reste merci. Ah oui, on s'applaudit d'abord. On s'applaudit parce que c'était merci. Passionnant. Et j'imagine qu'il va y avoir questions. Donc, on va essayer de faire des questions courtes et des réponses courtes. Si on peut éclairer la salle, n'hésitez pas à lever la main et une hôtesse arrive vers vous. Donc, avec le micro, je vois une question là, sur le côté. Ah. Allez-y. Bonjour, je voulais savoir si au niveau des épimédicaments, s'il était possible peut-être d'interagir avec les protéines donc de compaction de l'ADN pour justement éteindre ou allumer ou justement favoriser la transcription de certains gènes ou au contraire l'éteindre en fonction de certaines méthylations ou acétylations qui seraient transmises de génération en génération.
Merci pour cette question. Pour l'instant, oui, alors pour l'instant, on n'a pas encore, même pas essayé ça parce que justement, on en parlait. La plupart de modifications épigénétiques sont effacées au fil des générations. Et donc, les personnes qui s'occupent d'héritage intergénérationnel ou transgénérationnel essayent pour l'instant de comprendre lesquelles sont maintenues. Donc, il faudra d'abord essayer de déceler ça. Et comme c'est un petit nombre, la plupart sont effacés, c'est un peu une chasse assez difficile. Mais a priori, elles pourraient aussi être modifiées. La question est, il faudra aussi comprendre pourquoi elles sont maintenues. Est-ce qu'il y a quelque chose qui les protège de manière particulière? Donc, ce sera quelque chose à voir dans les années suivantes. Merci beaucoup. Nous allons prendre une question de l'autre côté, là-bas. On vous écoute. Oui, c'est là. Est-ce que ce serait une plaisanterie que de vous demander si votre apprentissage, et vos connaissances et votre métier vont faire que vos enfants seront plus généticiens que les miens? Mes enfants ne sont pas généticiens, donc mais peut-être que je ne suis pas très bon dans mon métier aussi. Non, voilà, c'est qu'est-ce qu'on transmet. Hein. Et en fait, je pense qu'on sous-évalue souvent l'héritage, peut-être intergénérationnel ou transgénérationnel, mais qui est un héritage culturel. Et surtout pour l'espèce humaine, je pense qu'il est vraiment très important. Donc, on voit souvent qu'il y a des métiers qui se transmettent de génération en génération. À mon sens, c'est surtout une transmission culturelle. Maintenant, est-ce que la génétique ou l'épigénétique ne pourrait pas contribuer à ça? Peut-être, c'est assez possible. Ce sera sans doute à voir. Il y a quand même, moi j'ai côtoyé un généticien il y a des pays comme l'Islande, ils ont séquencé la population pratiquement entière. Et du coup, ils ont pu vraiment déceler des corrélations entre, par exemple, les métiers ou les préférences de compagnons qui sont assez intrigantes. Donc, peut-être qu'il y a effectivement au moins des tendances génétiques pour certains types de métiers, par exemple. Merci beaucoup. Une question de ce côté. Oui, pardon. On vous écoute, monsieur. Oui, merci. Alors, monsieur le docteur, merci vraiment, parce que j'entendais votre communication et j'aurais envie d'écrire un article de Paul-Joseph Barthès à vous, monsieur, en citant votre nom et votre prénom. Paul-Joseph Barthès, qui est connu à Montpellier pour avoir sa statue à l'entrée de l'ancienne faculté de médecine de Montpellier. Mais autre chose, je viens de prendre connaissance d'un livre dont le titre est 4,1 enfants meurent pour 1000 enfants à la naissance, entre la naissance et 1 an. Les auteurs sont Antonio Cortés et Sébastien Lerquin, et le titre c'est Le scandale des accouchements en France. Alors, je m'étais aperçu de dysfonctionnements liés aux pratiques des sages-femmes qui n'acceptaient pas d'intégrer éventuellement dans leur pratique des psychologues, peut-être des psychologues cliniciens, dont j'étais à l'époque. Maintenant, je suis à la retraite. Alors, votre question, monsieur, pardon. Voilà, s'il vous plaît. Votre question, je milite et je voudrais voir si vous pourriez nous aider à informer les pouvoirs publics d'inciter des psychologues, parce que vous avez parlé des psychothérapies qui sont bienfaisantes pour l'épigénétique. Sans parler des psychothérapeutes, on pourrait associer des psychologues cliniciens avec des sages-femmes pour l'accompagnement de la grossesse et de la naissance. Oui. Voilà. Merci. Le message est passé. Peut-être une courte réaction pour qu'on puisse avoir c'est très important. Il y a aussi un aspect des naissances par voie naturelle ou pas. Et évidemment, c'est une grande question médicale. Mais une naissance naturelle est bénéfique pour la santé en général.
c'est comme l'allaitement, il est bénéfique si possible. Et évidemment, l'assistance psychologique peut aider. Sans doute. Merci beaucoup. Alors, on va prendre une question de ce côté au deuxième rang face à vous. Ah, non, le quatrième, pardon. On vous écoute. Bonjour, j'ai une question. Vous avez récemment montré qu'un cancer pouvait apparaître sans mutation simplement par dérégulation épigénétique. Est-ce que cela signifie qu'on pourrait réinitialiser la mémoire épigénétique d'une cellule tumorale? Et est-ce qu'on sait si aujourd'hui ce mécanisme observé initialement chez la drosophile existe aussi chez l'humain et quelle part des cancers il pourrait concerner? Alors, un challenge. Une réponse en 30 secondes. Très rapidement, mais merci, vous êtes vraiment inspirant sur vos travaux. En effet, donc, ça, c'est des travaux qu'on a fait dans l'équipe avec Anne-Marie Martinez et d'autres chercheurs. Et on a montré que chez la drosophile, on peut dérégler des composantes épigénétiques pendant un certain temps. On les reconstitue ensuite, donc il n'y a pas de mutation d'ADN, mais les drosophiles ont des tumeurs et qui se transmettent, qui deviennent assez agressives et qui tuent la plupart des drosophiles. Maintenant, il y a des cancers chez l'homme qui n'ont pas de mutation non plus, et surtout des cancers pédiatriques, et qui ont un dérèglement des mêmes composantes épigénétiques que nous avons montré pour un cancer chez la drosophile. Donc, il y a effectivement des parallèles assez intrigants. Maintenant, ce que nous essayons de faire au laboratoire, c'est de les soigner, ces cancers, et puis essayer de voir si ça peut aussi s'appliquer, si on y arrive au cancer humain. Merci beaucoup. Je suis désolée, on ne peut pas prendre d'autres questions parce qu'on arrive vraiment au terme de l'événement. Vraiment, merci. Je pense qu'on peut encore vous applaudir. On espère vous revoir très prochainement parce que vos échanges ont été passionnants. Merci. Et je vous propose tous les deux de rester avec nous puisque c'est déjà la fin de Futurapolis Santé 2025. Et je vous propose pour cette clôture d'accueillir Anne Jean-Blanc, qui est la responsable éditoriale de Futurapolis Santé. On peut l'applaudir et Anne va nous présenter les invités qui l'accompagnent et qui ont aussi contribué au succès de cette édition en 2025. Anne, c'est à vous. Alors moi je suis vraiment ravie, j'espère que vous avez appris plein de choses, on a beaucoup travaillé pour ça. J'espère que vous êtes contents de ce que vous avez appris, qu'on vous reverra l'an prochain. Et puis je voulais vous présenter quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour nous, c'est Nuts. Voilà. Nuts, c'est un chien familial qui fait l'assistance. Alors, jusqu'à présent, le plus souvent, les personnes handicapées bénéficient d'un chien qui a été longuement préparé. Et l'idée géniale de Justine et Muriel de l'association Déclic Animal, c'est de transformer votre animal de compagnie en un aidant. Et ça, c'est absolument génial. Et le petit chien, vous avez peut-être entendu aboyer tout à l'heure, parce qu'il a beaucoup aboyé. Ce chien, il faisait son boulot. Parce que son boulot, il a un petit maître, un jeune maître qui souffre d'autisme et qui fait des fugues. Et dès que le petit maître se taille, le chien aboie pour prévenir. Et puis, dès qu'il le localise, parce qu'il a éventuellement perdu un peu, il aboie pour montrer qu'il l'a retrouvé. Donc, ce petit chien, il a beaucoup aboyé, mais il a vraiment bien travaillé aujourd'hui. Donc, votre association, elle existe depuis combien de temps? Après, je vous donne la parole à Maxence, pardon. Voilà, j'ai fait dans le désordre, je suis désolée. Vous existez depuis? Alors, l'association Déclic Animal existe depuis une douzaine d'années et le programme du chien de famille au chien d'assistance a été monté il y a déjà 3 ans maintenant et on a fait deux sessions complètes où on a formé des familles et leurs chiens pour qu'ils deviennent chiens d'assistance. C'est un projet magnifique. Ils ont un site internet. Si ça vous intéresse, c'est vraiment Nuts. C'est bien? Désolé. Maxence. Alors Maxence, il a aussi contribué. Là, ce sont des personnes qui ont fait qui ont travaillé pour nous à l'extérieur, donc qui vous ont incité certaines personnes à rentrer dans l'opéra comédie. Maxence a été le responsable des parcours santé-femmes. Maxence, il travaille pour Maison Sport Santé de Montpellier, c'est le coordinateur. Maxence, vous avez eu combien de personnes qui ont fait le parcours? Alors, dans le week-end, on a eu environ 250 personnes sur les différents parcours. Et des dizaines de familles qui sont venues aussi sur les différents parcours. Et grâce à Maxence, voilà, on peut l'applaudir Maxence. Grâce à Maxence, le sport adapté, parce que c'est vraiment important, n'aura plus de secret pour vous, du moins je l'espère. De toute façon, si c'est pas bon pour cette année, on revient l'an prochain, vous êtes d'accord? Moi, je voulais remercier tous ceux qui ont contribué à cet événement, notamment
évidemment tous ceux qui sont derrière le rideau là en régie, qui ont fait un boulot formidable, toute l'équipe du Point, tous nos intervenants, et je vous dis à l'an prochain. Merci.